Dans notre vidéo aujourd'hui, nous allons parler de développement durable. Bien sûr, le domaine est vaste. Nous allons voir que quelques petits points, les seuls petits points qui nous aideront à comprendre plus globalement les questions urbaines et les questions de planification, bien sûr, puisque c'est notre sujet de prédilection. En théorie, il existe 3 sphères: la sphère économique, la sphère sociale et la sphère environnementale. Ces 3 sphères sont indépendantes et l'économie prime généralement sur le social et l'environnemental, alors que le rapport entre social et environnement existe, mais est beaucoup plus ténu que le rapport entre économie et environnement. Le schéma de base, c'est 3 sphères autonomes avec des liens les unes et les autres. Le schéma du développement durable, c'est que on utilise ces 3 mêmes sphères, mais qu'elles sont articulées les unes avec les autres. Et finalement, c'est à l'intersection que l'on trouve les questions de durabilité. Donc, pour être durable, il faut intégrer à la fois les questions économiques, sociales et environnementales, et les articuler les unes avec les autres en faisant bien attention que l'une ne prime pas sur l'autre. Alors, lorsque l'on parle de développement durable, ou de développement urbain durable, 2 théories s'affrontent. Les premiers disent que le développement durable n'est pas possible, que le terme est un oxymore ou un oxymoron, c'est-à-dire que les 2 termes veulent dire des choses strictement opposées, c'est-à-dire qu'on oppose développement et environnement. On ne peut pas à la fois avoir un développement économique et un développement environnemental, ou plutôt préserver les ressources de l'environnement si on développe l'économie. Voilà, ça c'est la première théorie. C'est des gens qui partent sur les questions de décroissance ou de baisse de consommation énergétique. La seconde théorie dit exactement le contraire, qu'un développement durable est possible et que c'est grâce notamment à la technologie et à l'efficacité de la technologie dans les rendements, c'est-à-dire qu'on va utiliser la technologie pour augmenter les rendements et de ce fait on utilisera moins d'énergie ou on l'utilisera sans doute mieux. Alors ça, c'est la deuxième théorie, c'est les gens qui sont positifs face à la technologie et face au développement durable. De ces 2 théories, nous allons en choisir aucune. Nous allons voir nous-mêmes un certain nombre de critères qui font que, à notre avis, on tend vers une ville durable ou en tout cas un développement urbain durable. Avant cela, si on considère l'ouvrage de Newman et Kenworthy, qui date de 1999, ils émettent l'hypothèse suivante, qui n'en est pas une en fait, puisque finalement ils prouvent que cette courbe des consommations existe et que la consommation annuelle de carburant par personne est directement liée ou a un rapport direct avec la densité urbaine. Plus ma ville est dense, moins j'utilise de carburant, ce sont les villes asiatiques, et plus la ville est faiblement dense et plus je vais utiliser du carburant. C'est le modèle de la ville américaine. On le voit là, ici, ville américaine, ville asiatique, et entre deux, on a la ville européenne. Autre exemple repris par Benoît Lefebvre sur la base des constats des mêmes auteurs que précédemment, Newman et Kenworthy. Exemple d'Atlanta et de Barcelone. Population similaire, aire urbaine qui se compte en kilomètres à Barcelone, ou centaines de kilomètres, et en milliers de kilomètres carrés à Atlanta. Et on voit que la consommation est extrêmement différente, ce qui prouve que plus la ville est dense, avec le même nombre d'habitants, moins on consommera de carburant ou plus globalement d'énergie ou également de CO2. Dépend quel indicateur on utilise, mais toutes ces choses sont liées les unes avec les autres. Alors qu'est-ce qui fait la durabilité pour nous? C'est de ce point de vue-là que je disais qu'on se situe ni dans la première théorie qui veut que le développement durable n'existe pas, ni dans la seconde où on pense que tout va bien aller. C'est dans un entre-deux, puisque la durabilité, quand on parle d'urbanisation, c'est quand même une réduction
de la consommation d'énergie. Nous avons vu la courbe tout à l'heure. Donc la densité permet cette réduction de consommation d'énergie, en vue de préserver les ressources naturelles notamment. C'est la mise en place d'un système de gouvernance qui est durable dans le temps. Donc, tout changement politique rapide empêche justement de prévoir des projets et une planification à long terme. À l'inverse, si la gouvernance est durable, on peut tendre sur des projets pour le moyen et le long terme. Impact financier, même chose. Donc on imagine que la durabilité urbaine passe par une stabilité financière sur le long terme et aussi un impact sur le long terme sur la santé publique, l'espérance de vie. On utilise généralement des indicateurs économiques, mais on pourrait utiliser comme indicateur de la ville durable l'espérance de vie de ses habitants. Et imaginez que plus l'espérance de vie est élevée, plus la ville est durable. Ce qui restera à prouver, mais ça pourrait être un indicateur parmi les autres. Enfin, une durabilité, urbaine en tout cas, c'est ce qu'on pourrait appeler une société apaisée, c'est-à-dire où les gens réussissent plus ou moins à vivre nombreux en bonne intelligence, sans qu'il y ait des conflits armés, des guérillas, des gangs et des groupes qui sèment le trouble et la violence, comme on peut voir dans une récente actualité. Donc c'est la société apaisée, ça veut dire que le vivre ensemble est communément admis par tout le monde. Alors pour réduire la consommation d'énergie, puisque c'est le nerf de la guerre sans doute, on peut agir sur la construction, sur le bâtiment. Prenons un exemple des bâtiments faiblement isolés, où les climatiseurs tournent à fond, c'est de l'énergie qu'on utilise. Il existe dans l'architecture bioclimatique, sans mettre de jugement de valeur là derrière, des possibilités de réduire la consommation d'énergie, notamment d'électricité pour les climatiseurs, avec des procédés qui sont des procédés naturels de circulation de l'air, de refroidissement, que l'on connaît depuis très très longtemps. Mais disons, agir sur le bâtiment, c'est une première manière. Alors au nord, c'est sur les questions de chauffage, et au sud, c'est globalement sur les questions de climatiseurs, puisqu'on cherche plutôt à refroidir les pièces qu'à les chauffer. On peut également agir sur la mobilité, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, il y a une dépendance directe entre la consommation de carburant d'une part et la densité. Donc finalement, en planifiant, on peut jouer là-dessus. Et puis la troisième chose, c'est finalement les comportements de chacun. D'accord ? Il y a des consommations qui peuvent être induites par la forme urbaine. Il peut y avoir des consommations induites par l'architecture des bâtiments, ou en tout cas le mode de construction des bâtiments. Mais la consommation d'énergie dépend, en principe, directement des comportements des gens, de leur mode de vie. Et c'est sur ce dernier aspect que l'on peut sans doute jouer le plus. Alors, il existe plein d'autres domaines dans lesquels on pourrait, en les actionnant, on pourrait réduire la consommation d'énergie, mais c'est les principaux, les comportements, la mobilité et le cadre bâti. Un exemple symptomatique de ce qu'il ne faut pas faire quand on parle de consommation énergétique, on est dans la ville de Dubaï en plein été, 45 degrés à l'ombre à l'extérieur, et l'on pratique sur une piste artificielle, dans un énorme centre commercial, on pratique le ski. En termes de consommation d'énergie, on fait sans doute pas pire que la pratique du ski en plein désert. Voilà pour terminer cette très très rapide vidéo sur 2-3 choses du développement urbain durable. Pour synthétiser ou pour conclure cette vidéo, on pourrait dire que ce que l'on cherche, c'est des dispositifs de planification qui permettent de pérenniser les choses dans le long terme. On cherche également à avoir les structures de prise de décision qui permettent cette gestion à long terme. C'est pourquoi on peut agir à la fois sur les questions énergétiques, donc de forme urbaine, de logement, de comportement, de mobilité, mais d'un autre point de vue, il faut aussi agir sur les formes de gouvernement qui permettent de mettre en place ou non cette baisse de la consommation d'énergie. Dans nos futures vidéos sur les questions de planification, nous garderons ça en tête, comment aujourd'hui réduire au quotidien la facture énergétique, que ce soit
la facture de CO2, que ce soit en finance, en argent, ou que ce soit en litres de fuel ou en calories. On peut utiliser les indicateurs qu'on veut, mais le maître mot est la réduction de cette quantité d'énergie par personne dont on a besoin pour vivre en ville.